Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, soyons honnêtes, fait souvent un peu grincer des dents, les réclamations clients. Mais, et si je vous disais qu'au lieu de les voir comme un problème, on pouvait les considérer comme une véritable opportunité, voire même une mine d'or pour s'améliorer? Allez, c'est parti, on va explorer ça ensemble. On commence tout de suite avec une petite question. Pour une entreprise, qu'est-ce qui est pire qu'un client furieux qui appelle, qui envoie des mails, bref, qui se plaint? On a tendance à penser que c'est le scénario du pire, n'est-ce pas? Eh bien, la vraie menace, elle, est beaucoup, beaucoup plus silencieuse. Le voilà, le client le plus dangereux. C'est celui qui, déçu, insatisfait, ne dit absolument rien. Il ne prend pas la peine de se plaindre? Non, il part, tout simplement. Et c'est ça le vrai danger. C'est une perte qu'on ne voit pas. Et surtout, une occasion en or de comprendre et de corriger le tir qui s'envole. Ce qui nous amène directement à la question de fond. Une réclamation, au final, c'est quoi? Une menace qu'il faut éteindre le plus vite possible? Ou alors une opportunité à saisir? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, juste pour être clair, une réclamation, ce n'est pas juste un coup de gueule, c'est un client qui exprime un mécontentement, oui, mais qui, et c'est ça le point clé, attend une réponse, il attend une action. L'ignorer, c'est la meilleure façon de transformer un petit pépin en vrai conflit. Et c'est là que la perspective change complètement. Bien gérer une plainte, ce n'est pas juste du service après-vente, c'est une vraie démarche stratégique. C'est une chance de montrer au client qu'on est à l'écoute, d'utiliser son retour pour progresser, et même de déceler des failles dans notre organisation pour que ça ne se reproduise plus. Et si l'aspect humain ne convainc pas tout le monde, l'argument financier, lui, est imparable. On le sait tous, garder un client, même un client mécontent qu'on a su récupérer, coûtera toujours moins cher que de dépenser des fortunes en marketing pour en trouver un nouveau. Le calcul est vite fait. Bon, maintenant qu'on a bien compris pourquoi c'est si important, passons à la pratique, le comment. Comment est-ce qu'on répond de manière efficace? Et on va voir que tout se joue sur deux plans. La méthode, bien sûr, mais aussi l'attitude. Pour bien répondre, il faut trouver le juste équilibre entre deux choses. D'un côté, il y a le savoir-faire, concrètement les actions qu'on met en place, le processus, et de l'autre, il y a le savoir-être, l'attitude, l'écoute, l'empathie. On peut avoir la meilleure procédure du monde, s'il n'y a pas un minimum d'humanité, ça ne marchera jamais. Alors, côté savoir-faire, les étapes sont assez logiques. 1. On accuse réception. Un simple « on a bien reçu votre message » change déjà tout. 2. On est réactif. On ne laisse pas le client mariner pendant 3 jours. On évite aussi de promettre la lune. Et surtout, on essaye d'impliquer le client dans la recherche de la solution. C'est le meilleur moyen de le remettre de notre côté. Et puis, il y a le savoir-être. Et ça, c'est souvent le plus difficile. C'est cette capacité à rester calme, à vraiment écouter ce que la personne a à dire sans l'interrompre. C'est faire preuve d'empathie, essayer de se mettre à sa place. Et si l'erreur vient de nous, c'est savoir présenter des excuses sincères, pas un « veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée » robotique. C'est ça qui fait toute la différence. Ok, on sait gérer une plainte individuelle, c'est bien. Mais le vrai pouvoir, c'est de prendre de la hauteur. C'est de commencer à regarder toutes ces réclamations, non pas comme des problèmes isolés, mais comme un ensemble de données ultra précieuses. L'idée est vraiment simple, mais fondamentale. Un client qui se plaint d'un retard de livraison, c'est une anecdote. Mais si 10, puis 20, puis 50 clients se plaignent du même retard, là, ce n'est plus une anecdote. C'est une tendance. C'est une donnée qui nous crie « Eh, il y a un problème ici ». Donc la toute première étape, c'est la rigueur. Il faut absolument tout tracer. Chaque réclamation, sans exception, doit être enregistrée dans un tableau de suivi simple. La date, le client, la nature du problème, c'est la base, la matière première sans laquelle on ne peut rien analyser. Une fois qu'on a ces données, on peut les faire parler. Et pour ça, il y a un outil formidable, le diagramme de Pareto, qui illustre la fameuse loi des 80-20. En gros, l'idée, c'est d'identifier les 20% de causes qui provoquent 80% des problèmes. Regardez l'exemple ici, c'est limpide. Les retards de livraison, à eux seuls, sont responsables de presque 60% des plaintes. D'un coup, on sait exactement où concentrer nos efforts. D'accord. Donc, on sait que le gros point noir, c'est la livraison. C'est un grand pas. Mais ça ne nous dit pas pourquoi les livraisons sont en retard. C'est une chose d'identifier le quoi, mais pour vraiment régler un problème à la source, il faut absolument trouver le pourquoi. Et pour ça, il va falloir creuser un peu plus. Pour cette enquête, on a un autre outil super visuel, le diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle aussi le diagramme en arête de poisson. C'est génial parce que ça permet de brainstormer de manière très structurée sur toutes les causes possibles. Est-ce que ça vient du matériel, des méthodes de travail, du personnel? On explore toutes les pistes pour être sûr de ne rien oublier et de trouver la vraie cause racine du problème.
On arrive à la dernière partie et avec ça, la boucle sera bouclée. On a vu le pourquoi et le comment. Maintenant, on va parler chiffres. Combien ça coûte très concrètement de ne pas bien faire les choses? Et pour ça, il y a un concept clé à comprendre. C'est ce qu'on appelle le coût de la non-qualité. La définition est toute simple. C'est l'ensemble des coûts qui n'existeraient pas si tout avait été fait parfaitement du premier coup. C'est le prix à payer pour nos erreurs. Et ce coût, c'est un véritable iceberg. Il y a la partie visible, celle qu'on peut calculer facilement, les remboursements, les frais de retour, le temps que les équipes passent à gérer les problèmes. Et puis, il y a l'énorme partie immergée, bien plus dangereuse. La réputation qui prend un coup, les clients qui partent sans rien dire, le marketing qui part à la poubelle, le moral des équipes qui chute. Mais le point le plus important, c'est que ce coût de la non-qualité, ce n'est pas juste une vague impression. Ça se calcule. On peut le mesurer, le transformer en un indicateur chiffré, par exemple en pourcentage du chiffre d'affaires. Et on le sait bien, tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Prenons l'exemple concret de l'entreprise AB Projection mentionnée dans notre source. 20% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Pour une telle entreprise, la gestion de la qualité et des réclamations n'est pas juste un plus. C'est absolument vital pour conserver sa réputation et sa place sur des marchés internationaux très compétitifs. Et on va terminer avec cette question pour réfléchir un peu. Finalement, ce carnet où l'on note toutes les réclamations, est-ce qu'on doit le voir comme un simple registre des problèmes, un centre de coûts? Ou est-ce que, si on le regarde différemment, ce n'est pas en fait le plan d'action le plus précieux qu'une entreprise puisse avoir pour innover et devenir meilleure? La perspective change tout, non?